C'est intéressant parce qu'on dit souvent qu'une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme avec le peuple français. Et c'est la première fois, à mon sens, qu'un candidat arrive en disant binôme. Alors, Sébastien Chenu, évidemment, beaucoup de gens ont pensé hier à Jordan Bardella. Parce que même si l'entente est parfaite entre Mme Le Pen et M. Bardella, il n'empêche, c'est humain. Il y avait, j'imagine, je ne suis pas dans la tête de Jordan Bardella, mais il imaginait porter la voix du Rassemblement national, porter les couleurs du Rassemblement national jusqu'à l'élection. Vous étiez avec lui hier dans la salle. Quel comportement avait-il ? Non, Jordan Bardella n'était pas au tribunal, je n'y étais pas. Mais non, dans la salle après, vous étiez... D'ailleurs, on s'est vu hier soir, après le 20h. Vous n'étiez pas dans la réunion avec, non, mais dans laquelle Laure Lavalette était... non, elle a d'abord vu ses conseils juridiques pour traiter l'ensemble de, lever les hypothèques juridiques d'une candidature. Et à partir du moment où, juridiquement, elle a considéré qu'elle ne serait pas entravée, notamment par un port de bracelet avec le côté suspensif de la Cour de cassation, elle a politiquement échangé évidemment avec Jordan et décidé d'être candidate. Voilà, c'est une décision entre elle et elle, Marine Le Pen. Nous, on lui a manifesté notre souhait de la voir être candidate, mais à la fin, c'était évidemment une décision qu'elle ne pouvait pas. Et Jordan Bardella, quelle réaction, quel comportement? Et Jordan Bardella, il s'est préparé à devenir Premier ministre. Vous imaginez déjà l'immensité de la tâche. Il a devant lui la nécessité de convaincre les Français et de faire gagner sa candidate, de monter un programme, de construire une majorité, et si les Français le désirent, de faire vivre ce programme et cette majorité et de l'appliquer. Donc, si vous voulez, Jordan Bardella, nous l'aurions sollicité si Marine Le Pen avait été empêchée par cette rencontre. Et donc la charge, évidemment, était immense et elle demeure, pour le moins, très importante sur ses épaules. Mais je ne crois pas que... Vous savez, chez nous, et peut-être parce que finalement nous n'avons jamais gagné une élection présidentielle, il y a assez peu de guerre d'ego démesuré. On ne se répartit pas des titres et des postes, parce qu'en fait, on n'en a pas grand-chose à faire. On veut gagner. Non, pas du tout. On veut gagner, Pascal Praud. Vous comprenez bien ? On veut gagner. Vous échappez aux lois humaines. Le Rassemblement national échappe non, mais vous dites ça avec beaucoup de cynisme. Non, pas de cynisme, avec beaucoup d'ironie. Pas de cynisme. Oui, mais je vais vous dire, je pense que parce que nous n'avons jamais été, et probablement peut-être que si nous étions au gouvernement, usés par des années de pouvoir, ça fonctionnerait peut-être différemment, peut-être, mais je pense que parce que nous nous sommes construits dans l'adversité, peut-être parce qu'il y a un chef que nous aussi, voulons, et que dans nous voulons gagner, et nous voulons que nos idées arrivent au pouvoir. Et la répartition des responsabilités, je vais vous dire, il y aura du travail pour tout le monde. Hein. Il y aura de quoi faire pour tout le monde. Mais vous en faites un peu trop. Quelqu'un qui a été... Éric Nolot. Qui a été des mois et des mois dans le costume d'un présidentiable, qui était... D'ailleurs, qui faisait des meilleurs scores dans les sondages que Marine Le Pen. Dans sa tête, hier, il s'est passé quelque chose. Même si il est loyal au parti, même s'il va avoir des responsabilités. Peut-être qu'il n'a pas envie d'aller. Hein. Mais c'est la vie. On ne va pas se raconter de ça là. Je vais vous dire, c'est la vie. C'est comme dans le monde du sport. Je vais vous dire, dans le monde du sport, quand un sélectionneur en finale de Coupe du Monde met un avant-centre plutôt qu'un autre, l'autre avant-centre, si l'équipe gagne, il sera très content, celui qui est sur le banc. Bien sûr qu'il sera très content. Mais il aurait préféré que ce soit lui qui joue. C'est la vie. Ça se passe comme ça. C'est la vie humaine. Et je ne peux pas lui en vouloir, d'ailleurs. Mais en revanche, celui qui est un figurant de notre campagne présidentielle. Il est un élément majeur et moteur de la victoire. Mais en revanche, ce qui est important dans ces cas-là, c'est de juger, et les entraîneurs le font toujours, comment ils jugent celui qui se met sur le banc. Quelle attitude il aura ? Est-ce que le groupe sera plus important que sa propre personne ? Même si, et c'est ça, s'il s'en fichait, ça serait facile. Mais comme il ne s'en fiche pas, il doit faire peut-être un effort. Et c'est ça qu'on juge aussi. C'est parce que, mais faut pas, faut pas se raconter de salade. Forcément, les hommes sont les hommes. Mais en revanche, le groupe est plus important. C'est vrai aussi dans nos métiers. Mais ça a toujours été le cas dans notre mouvement politique. Le groupe est plus important. Notre mouvement Jurisprudence politique. Didier Deschamps. Le groupe est plus important. Il préfère des soldats à des artistes, dit-il. L'important n'est pas de briller, l'important est de gagner, dit Didier Deschamps. Mais il a raison. Didier Deschamps, il implique aussi tout le groupe. Deschamps président. Non, mais ce qui est important, si on file votre métaphore, c'est que Didier Deschamps, par exemple, implique tous les autres membres de l'équipe dans l'aventure collective. Bon. Et Jordan Bardella, à mon avis, aura un rôle important, c'est-à-dire d'essayer d'élargir aussi la base, les électeurs du RN. Bon, vous êtes plutôt content ce matin. Voilà, vous étiez un peu... Alors, je ne sais pas...
Est-ce que vous attendiez à une décision ou pas? Je crois que c'est Yohann Usaï qui a dit lundi soir que tout l'exécutif était persuadé que la magistrature permettrait à Marine Le Pen de se présenter. C'est ce qu'on entendait du côté de l'exécutif. Exactement. Est-ce que c'était de la rumeur, du bluff? On n'en sait rien. Il s'avère que c'est finalement ce qui s'est plutôt proche de la réalité. Juges, et la période qu'on a vécue, en tout cas c'est ce que disait notre ami Pascal Pierre Garbarini, a influencé les juges. Les juges ont pris une responsabilité démocratique et ils ont eu raison. Parce que c'est pas à eux de décider. Je pense que ça a pesé. C'est pour ça que les juges. Sur blanc. Mais c'est pour ça que les juges font de la politique. Et ils ont raison en l'espèce. Ils ne sont pas imperméables aux éléments extérieurs. Et ils ont eu raison en l'espèce, me semble-t-il. Non, mais ce qui était intéressant dans les attendus, c'était de lire que l'exécution provisoire est une atteinte au processus démocratique. C'est-à-dire qu'en fait, on rend aux Français la possibilité de choisir leur président, présidente de la République. Et ça, je pense qu'il faut le saluer. Après, Eugénie Bastier. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que tous ces arguties judiciaires qu'on est en train de développer depuis quelques temps sur ce plateau ne vont pas lasser les Français et parasiter la campagne? Parce qu'on va parler que de ça, on va parler du calendrier judiciaire de Marine Le Pen pendant 6 mois. Ça va revenir dans tous les débats. On va parler de cette Non, l'espace médiatique en parlera, les Français s'en fichent. Oui, mais est-ce que ça ne va pas les parasiter la campagne, vous empêcher de faire campagne? Eugénie, ça va parasiter Saint-Germain-des-Prés. Ça va parasiter l'émission que vous ferez qui s'appelle L'heure de vérité, où on ne parlera que de ça. Regardez, vous en parlez aussi, vous aussi, depuis 1 heure ce matin. Mais on en parle une fois. Les Français, là, c'est la différence. Non, mais pas que c'est pour les médiatiques, vous en parlez aussi. Mais c'est la différence entre cette petite coterie qui existe. Vous en parlez aussi. Mais j'en parle ce matin parce que c'est l'actualité. Vous en parlerez aussi parce qu'il y aura un feuilleton. Mais les Français, hier, on va voir un reportage à Hénin-Beaumont. À Hénin-Beaumont, allez à Hénin-Beaumont. Est-ce que vous pensez... Mais c'est ça la France. Mais justement, je vous dis juste... À Hénin-Beaumont, les gens, ils veulent gagner mieux leur vie. Depuis ce matin, ça fait 42 minutes qu'a commencé l'émission. On ne parle pas du fond. Et donc, on parle pas du fond. Non, mais c'est-à-dire du fond de la campagne présidentielle. On parle de ce feuilleton judiciaire. Non, mais il y a quelque chose. Est-ce que vous n'avez pas peur que vous ne puissiez pas faire campagne? Mais je vais vous dire, il y a deux choses. Nous, on va parler du fond. On a des choses à proposer aux Français. Marine Le Pen va parler de ses propositions sur le pouvoir d'achat, sur le régalien. D'accord, mais si nos il y a quelqu'un qui dit Eugénie a raison, mais c'est la petite coterie que je lis depuis hier soir. Vous m'amusez, les journalistes. Je peux vous dire que vous m'amusez parce que vraiment, vous êtes loin des préoccupations. J'ai dit que je posais une question. Et là où vous avez raison, c'est que France Inter fera des éditos dessus, Quotidien en parlera quotidiennement, demandera que la Cour de cassation se... Mais là, vous êtes démagogue. Mais je suis pas... Non, Saint-Germain, c'est pas toute la France, mais Hénin-Beaumont, c'est pas toute la France non plus. Il y a plus de Français d'Hénin-Beaumont que de Saint-Germain-des-Prés, si vous me permettez. Oui, non, mais je pense que la France, elle ressemble plus à Hénin-Beaumont qu'au Flore. Non, mais c'est pas ça le débat. Il se trouve que dans les faits, il va y avoir de nouveaux épisodes du feuilleton. Dans les faits, avec, on en parle depuis le début de l'émission, des conséquences qui sont pour l'instant imprévisibles. Il n'y aura pas nécessairement des nouveaux épisodes. Ma question, c'est est-ce que ça va affaiblir Marine Le Pen est-ce que ça ne va pas affaiblir Marine Le Pen d'être renvoyée sans cesse à cette double condamnation? Et vous savez, moi je pense que si nos adversaires parlent de ça matin, midi et soir, c'est qu'ils n'ont donc rien à proposer aux Français. Et moi je prends les Français pour des gens intelligents, responsables, qui attendent autre chose. Donc Marine Le Pen, elle va parler du fond, elle va faire des propositions. Et si les autres, si M. Attal, M. Philippe, bon de toute façon ils n'iront pas tous, mais veulent parler uniquement des histoires de prétoire, eh ben, ils passeront à côté de leur campagne, je veux dire. Et donc ça veut dire qu'ils n'auront rien à proposer aux Français. Et les Français vont vite s'en apercevoir. Je n'ai pas de conseil à donner à Gabriel Attal ni à Édouard Philippe, sauf qu'Édouard Philippe, alors c'est terrible, il reçoit des soutiens terribles. Il a reçu Laurent Wauquiez, mais il a reçu Alain Minc. Donc c'est perdu. Je n'en sais rien, mais comme disait Jacques Chirac, Alain Minc, qu'est-ce qu'il avait dit à Jacques Chirac? Alain Minc, je vous le laisse, je crois, il avait dit ça. Mais Laurent Wauquiez hier m'a dit qu'il ne soutenait plus Édouard Philippe. Je l'ai croisé à l'Assemblée nationale, je lui ai dit, bah alors, et bien non, je le soutiens. Donc je ne comprends plus ce que fait Laurent Wauquiez. Sur notre antenne, il est revenu, il a rétropédalé, absolument. Il a dit que c'était finalement... Édouard Philippe, je l'ai trouvé d'ailleurs très faible sur Marine Le Pen hier. Alors écoute, il a lui-même une enquête pour détournement de fonds publics qui est ouverte contre lui. Le fait que Gabriel Attal et Édouard Philippe fassent un 20h. Richard Millet voulait dire quelque chose et après on écoute Édouard Philippe. Ça va tomber à plat, je rebondis. Mais non. Tout à l'heure, je voulais dire que pour paraphraser Alphonse Allais, il faudrait mettre Saint-Germain-des-Prés à Hénin-Beaumont. Voilà. Oui, il faut mettre les villes à la campagne. Ce que je voulais dire, c'est que le fait que Édouard Philippe et Gabriel Attal fassent un 20h déjà dit beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils ajustent leur agenda sur le timing de Marine Le Pen. Moi, j'ai échangé avec des proches d'Édouard Philippe ces dernières semaines. Ils avaient une peur, c'était que Marine Le Pen
ressortent grandis de cette affaire judiciaire. Oui, enfin, il ne faut pas exagérer non plus. Edmond Dantès, il est resté 15 ans. C'est héros fictif, Edmond Dantès. Oui, Edmond Dantès était innocent. il est resté 15 ans. Voilà. Un storytelling. Ah bah non, Comme Marine je ne Le Pen. crois pas. Je ne crois Non, pas. écoutez, on peut dire que ça se passait comme ça avant, que les gens faisaient n'importe quoi. Je l'ai dit tout à l'heure, le majordome de Jean-Marie Le Pen, payé par l'argent du Parlement européen, vous avez le droit de dire que c'est une erreur. C'est pas aujourd'hui ce qu'on reproche à Marine Le Pen. Non, mais vous avez le droit de dire que c'est une erreur. Ce que je veux vous dire. C'est ça qu'on attend aussi, de la sincérité. Quand je vous dis Marine Le Pen et Edmond Dantès, je vous dis simplement, derrière ça, elle a été tellement enterrée. J'en ai fait des plateaux, on m'a dit, mais vous ne pensez pas qu'elle devrait passer le relais, vous ne pensez pas que c'est fini, vous ne pensez pas que son nom, vous ne pensez pas qu'elle n'a plus rien à proposer, vous ne pensez pas que les gens vont se lasser, dans les sondages. vous ne pensez pas que ses militants veulent quelqu'un d'autre. J'entendais un dingue de commentateurs sur France Télévisions qui disaient, ah mais les électeurs et les militants sont très déçus, etc. Non mais pas du tout. Non mais laissez Edmond Dantès Edmond Dantès, il ne payait pas son majordome avec de l'argent détourné. Arrêtez. Il était innocent. C'est une fiction. C'est plutôt Jean Valjean. C'est une fiction. Jean Valjean, c'est une fiction qui vous dit qu'elle a un côté effectivement non pas indestructible, mais quand même, elle en a quand même pris et elle revient toujours parce que pourquoi ? Elle a créé un lien aussi avec les Français. Au-delà de ça. Ce que vous dites peut s'entendre. Je précise pour la jeune génération qui nous écoute qu'Edmond Dantès n'est pas l'attaquant du Paris Saint-Germain ou chacun ses références. C'est Alexandre Dumas. Chacun ses références. Qui était dans le conte de Monte Cristo que je vous invite à lire pendant les vacances. Le plus grand polar de tous les temps. Parce que c'est génial. Le conte de Monte Cristo. C'est 6 volumes, c'est long. C'est extraordinaire. Et les adaptations ne sont que la racine carrée du livre. Tellement il y a d'épisodes, etc. C'est formidable. La plus grande série de tous les temps, voilà. Exactement. Bon, on revient à 9h47 à Édouard Philippe que vous avez trouvé faible. Et je vous laisse vos propos, parce que je ne veux pas me fâcher avec Édouard Philippe, ni avec personne en cette dernière aujourd'hui. On ne sait jamais, vous avez raison. En revanche, c'est intéressant aussi parce que ça veut dire que Édouard Philippe, celui hier qui a aussi peut-être marqué des points, c'est Gérald Darmanin avec cette décision-là. Parce que la droite sociale qu'il incarne est sans doute une possibilité de contrer le Rassemblement national. Et oui, c'est une droite sociale, l'électeur... Je pense au contraire. Je pense que c'est la droite libérale qui peut se dire, Marine Le Pen étant elle-même un peu sociale, on a un créneau. En tout cas, c'est comme ça que les LR l'analyse. Représentant des LR, il nous dit. Alors les analyses de LR, généralement, sont à côté. Mais voilà comment il se place, en tout cas. Je pense que Gérald Darmanin a une carte à jouer, précisément depuis hier, parce qu'il peut venir s'occupe déjà de la justice, parce que je ne sais pas s'il a une carte à jouer pour autre chose, mais quand il touche à quelque chose, en général, ça ne se passe pas très bien. Bon, écoutons Édouard Philippe sur le pourvoi en cassation. Ça, c'est dit. Écoutez, les choses sont claires. Elle a été condamnée 2 fois par la justice. Elle se pourvoit en cassation comme elle en a parfaitement le droit. Elle pourra être candidate. Elle sera candidate pour la 4e fois. Et le terrain se déplace aujourd'hui du dossier judiciaire à la réalité politique d'une participation à une campagne électorale à laquelle moi j'entends défendre mes positions et lutter pied à pied contre les positions que prend Madame Le Pen. On ne choisit pas son candidat dans une démocratie. On affronte le candidat que, normalement, un parti politique vous donne. Là, en l'occurrence, c'est la justice qui a tranché. Bon, c'est comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dénoncer le danger que représente Madame Le Pen. Je comprends très bien la colère qui peut saisir un certain nombre de ses électeurs. Mais ce que propose Madame Le Pen, c'est un retour en arrière sur la question de la réforme des retraites avec une retraite à 60 ans. C'est l'engagement qu'elle a pris. Bon, alors ça c'est intéressant. Ça c'est un point précis. Bon, est-ce que ce qu'il dit est vrai ? Est-ce que le RN propose la retraite à 60 ans ? Mais j'ai l'impression, on tourne en rond puisqu'on répète ça depuis des années. Nous proposons un système qui fait que lorsque vous avez commencé à travailler avant 20 ans, souvent vous êtes dans des métiers durs. Quand vous avez commencé à travailler avant 20 ans, vous avez fait des métiers souvent manuels, etc. Vous pouvez, lorsque vous avez vos 40 annuités, il faut toujours mettre les deux ensemble, partir à partir de 60 ans. Et puis après, progressivement, 42 annuités, vous pouvez partir à partir de 62 ans. Est-ce qu'il faut introduire ou pas un peu de capitalisation là-dedans ? Ça peut être un débat. De toute façon, rien, jamais d'obligatoire. Donc, la règle, c'est 42 annuités. C'est-à-dire que quelqu'un qui commence à travailler... On va prendre quelqu'un qui commence à travailler, qui a fait des études. Oui. Il a 23, 24, 25 ans. Donc, il partira à 67 ans. Mais évidemment, parce que lorsqu'il rentre tard sur le marché du travail... Alors, pourquoi M. Philippe dit cela ?
Parce qu'il est un peu démago. Puis donc il dit une erreur. Parce qu'il réduit notre proposition politique à quelque chose qui peut peut-être heurter certains en disant c'est 60 ans, il oublie les 40 annuités, il oublie que c'est pour les gens qui ont commencé à travailler. C'est 40 annuités ou 42 ? 40 annuités à partir... Avant 20 ans et après 20 ans, c'est 42 annuités. C'est exactement ça. Ça, c'est la position du RN. Vous voyez, la position de M. Philippe, que je ne connais pas bien d'ailleurs en la matière, mais lui, ce qu'il propose, mais peu importe, à caricaturer, à jouer sur les peurs des Français, en leur disant, regardez, avec vous, ça va être la ruine, avec le RN, ça va être la ruine, etc. Ces gens-là ne se rendent pas compte que c'est avec eux que c'est la ruine, que nous les avons vus à l'œuvre. Donc moi, j'aimerais que M. Philippe prenne les choses au sérieux, parce que en fait, c'est le fiasco avec l'air sérieux, M. Philippe. Il a l'air très sérieux, mais dès qu'il a été au pouvoir, c'était un fiasco Monsieur Chenu, ne faites pas leur campagne, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent, moi, je vais vous dire, ils passent leur temps à expliquer que le RN est un danger. Je pense qu'ils se trompent de stratégie, parce que ça ne marche plus. Mais laissez-les faire. C'est pas votre problème, leur campagne. C'est pas de votre souci. Prenez votre campagne à vous et arrivez avec des propositions que les Français puissent convaincre. Là, par exemple, ce que vous avez dit sur le RN est très clair, sur la retraite est très clair. Même si c'est clair, en tout cas, c'est la démagogie, elle est de votre côté, parce que promettre la retraite à 60 ans, même pour une partie de la population, aujourd'hui, ce n'est pas possible. En Allemagne, la retraite, l'Allemagne vient de voter une loi... Pardonnez-moi, Eugénie, c'est 42 annuités. Oui, pardonnez-moi, mais si vous avez commencé à 17 ans ou 18 ans, que vous êtes en train de bosser depuis 42 ans, moi ça ne me choque pas et je trouve ça plutôt bien de ne pas faire travailler certaines personnes dans des métiers difficiles qu'on fait 40 ans. En Allemagne, ils viennent de décider de prolonger la retraite à au-delà de 67 ans. Voilà où ils en sont. Non mais vous, avec les vieux, vous êtes... Nous sommes hyper en retard. Vous voulez les faire bosser. Mais vous voulez les faire bosser. Vous êtes terrible avec les vieux. Vous voulez leur piquer de l'argent quand ils sont déjà en retraite. Les faire bosser plus. Non, je veux que mon pays soit sauver mon pays d'une dette catastrophique et d'un modèle social qui n'est plus tenable. Et je suis désolée, pour moi, il faut que la majorité des Français, en tout cas, partent à la retraite à 67 ans. C'est pas possible de faire autrement. Mais c'est ce qui se passerait, Eugénie. Est-ce qu'il y aurait une majorité des Français qui partiraient à 67 ans dans votre modèle ? Qui partiraient à 67 ans. Ça dépend s'ils ont 42 annuités ou pas. Si vous avez vos 42 annuités, vous pouvez partir à partir de 62 ans. Ce qu'il faut, c'est davantage de Français qui travaillent, c'est-à-dire plus jeunes. Et là, il y a un enjeu de société autour duquel personne ne dit rien. Mais moi, je pense qu'il faut faire rentrer les gens, les jeunes, les gamins, beaucoup plus tôt sur le marché du travail. Certains parlaient même de majorité professionnelle. Donc là, je pense qu'on a un enjeu. Maintenir les seniors dans le monde du travail, parce que beaucoup sortent à 57, à 50 ans. Oui, mais ça, c'est les entreprises. D'accord, mais là, oui, mais il y a peut-être des politiques à mener, incitatives. Il y a quand même quelque chose à faire. Il n'y a pas jamais rien à faire. Et c'est un choix de société. C'est vrai que c'est un choix de société, cette question des retraites. Mais nous, on l'assume comme un choix de société sur lequel on peut avoir un débat. Aucun problème. Mais qu'on arrête de caricaturer les choses en disant que le Rassemblement national promet ou propose quelque chose qui n'est pas tenable. C'est un choix de société. Ça veut dire que quand on fait la politique, on choisit. C'est-à-dire qu'on fera des économies ailleurs pour financer ce choix de société et des économies ailleurs. Si j'écoute par exemple Marc Toiti, qui est un économiste, qui n'est pas un économiste de la maison RN, il nous disait la semaine dernière, il y a 150 milliards d'euros par an à aller chercher dans la tuyauterie de l'État, les agences, etc. 150 milliards d'euros. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte que même si un tiers de ces sommes revenait dans le budget de l'État, on pourrait faire des choses extraordinaires dans notre pays. Notre pays est blindé de structures, de tuyauteries inutiles dans lesquelles on se perd et qui tuent notre capacité de croissance, à créer de la croissance. Je rappelle que vous venez de l'UMP. Oui. Vous avez un parcours de l'UMP. Vous avez quitté l'UMP quand ? Ça commence à dater, puisque moi, je n'étais pas aux Républicains, c'était avant, donc en 2014. Et que, alors je ne sais pas comment vous vous définiriez politiquement ? Souverainiste. Moi, j'ai toujours voté contre les traités. La première fois que j'ai voté, c'était contre Maastricht. J'étais toujours très hostile à ça parce que j'avais l'impression qu'on allait effacer le pays. Et d'ailleurs, je pense que finalement... Et sur le plan économique, je ne suis pas ultra-libéral, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois beaucoup en la capacité de l'État. Vous êtes un étatiste, vous êtes un colbertiste. Un étatiste ou colbertiste, oui, c'est pas mal. Je trouve qu'en tous les cas, l'État a un rôle à jouer et en matière stratégique et en matière d'équilibre. Mais maintenant, je suis pour la liberté d'entreprendre, je suis pour que les PME, les TPE, qu'on leur donne de l'oxygène, qu'on arrête de les noyer de normes. Bien entendu, moi, je suis pour la liberté. Mais je pense que l'État a un rôle dans la société. Mais tout le monde est pour moi y compris mais il y en a dans l'économie. Il y en a de plus en plus. Donc, je marque le fameux temps que je viens de marquer à l'instant, qui permet à nos amis d'Europe 1 de reprendre. Je remercie Sébastien Chenu. Quel est le calendrier du RN pendant les vacances ? Vous
Vous allez prendre du temps pour réfléchir, vous allez au contraire... On a un programme à continuer à faire vivre, à imaginer, parce que ce ne sera pas le même programme exactement que 2024. Il y a des thématiques qui sont apparues beaucoup plus pointues vis-à-vis des Français sur le logement, la santé, l'environnement, sur lesquels on a des offres politiques à faire et on va continuer à les construire. Donc vous allez travailler cet été. Marine Le Pen est une meilleure candidate, selon vous, que Jordan Bardella ? Elle est la meilleure candidate, toute écurie politique possible pour redresser le pays. Merci d'être venu ce matin nous parler de ce sujet. On va continuer, on sera avec les Républicains et notamment Othman Nasrou qui va être sur notre plateau pour nous donner son sentiment sur cette décision. On écoutera Emmanuel Macron, on sera à Hénin-Beaumont et puis on a une petite archive. Ah, la séquence archive. La séquence archive, j'ai trouvé la France d'hier, la France d'avant, c'est merveilleux. Et nous avons trouvé avec Marine une archive de départ en vacances des années 75-76. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est écouter les gens comme ils parlaient à cette période-là, comme si tout paraissait plus simple qu'aujourd'hui. Mais peut-être me trompe. Peut-être que tout l'était. Et vous savez ce que vous allez nous dire avant de partir ? Non. Parce que donnez-nous 3 livres. Je vous l'avais dit d'ailleurs, 3 ou 4 livres à lire. Mais des livres, attention, voilà, des romans qu'on puisse lire. Vous en avez déjà cité un, Le Comte de Monte Cristo. Formidable. Réfléchissez à qu'est-ce qu'il faut. D'ici une heure, c'est pas très compliqué. Vous êtes prof de français. Vous le fûtes prof de français. Parce que vous savez que quand on fait sa valise, on emmène des livres. On emporte, des livres. Et on ne les lit pas. Ah bon ? Pas toujours. Moi, je les lis. On ne lit pas. Si vous connaissez des gens comme ça, il faut rompre toute relation. Ah oui. C'est maximaliste. Non, mais il faut avoir des principes dans la vie. Vous connaissez des gens qui emportent des livres et qui ne les lisent pas ? Moi. Rompez avec vous-même. D'ailleurs, c'est un conseil qu'on peut vous donner dans beaucoup de domaines. J'apporte parfois des livres et je ne les lis pas tous. Mais ça sert à caler des tables, ça sert à caler des meubles, trucs. Non, mais je ne les lis pas tous. Parfois, moi, j'entends des choses. On les commence, on les finit pas. Voilà, j'entends des choses. Et puis, est-ce que vous aimez lire sur la plage, par exemple ? Moi, d'abord, je ne vais pas à la plage. Et deuxièmement, on ne lit pas à la plage, non ? Parce que le livre est un objet sacré, on ne le macule pas avec de l'huile solaire, du sable. C'est pas vrai. Non, mais voilà. Il faut c'est tout. Non, mais bon. La lecture est une expérience du sacré. Vous voulez la transformer en n'importe quoi. Il faut banaliser la lecture, au contraire. Il faut lire partout, aux toilettes, à la plage. Bien sûr. Surtout pour les hommes, parce que vous passez beaucoup de temps là-bas. Non, mais voilà. C'est du sacré lyophilisé, ma chère Eugénie.